Voilà, bon c'est ça, c'est la nature quoi en fait. Donc je suis allé là-bas, et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Et ben, je me suis rendu compte que pendant 15 ans, depuis que j'avais arrêté le dessin, je dessinais des spirales partout. Je faisais que des spirales. Alors je sais pas si vous avez vu Dark City, qui est un film un film de SF, vraiment très très bien. Si vous aimez la SF, si vous aimez le bon cinéma de science-fiction, c'est vraiment un film qu'il faut voir, qui s'appelle Dark City d'Alex Proyas, qui est un film qui date qui parle de ça. Je faisais des spirales partout, et je me suis rendu compte que je faisais des spirales parce que c'était mon activité de dessinateur qui était là et qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et c'était terrible. Et en Islande, j'avais rien d'autre à faire, j'avais vraiment pas grand chose, j'avais mon cahier, et je me suis mis à faire de mes spirales, je me suis mis à faire les fleurs que je voyais autour de moi. Parce que les fleurs, c'est les fées, les fleurs. D'accord? Il n'y a pas de fées, de petites fées qui vont arriver, qui vont butiner. On peut représenter la fée comme butinant à une fleur, mais c'est la fleur elle-même qui est intéressante. D'où vient, c'est un objet, c'est quelque chose c'est une entité extraordinaire, une fleur, quoi. Et j'ai commencé à faire des fleurs avec ça. Et j'ai couvert, je sais pas, 30 cahiers de fleurs. Voilà. Pendant je sais pas combien de temps. Et quand je suis revenu d'Islande, j'étais dessinateur. Enfin, je me considérais à nouveau comme dessinateur, c'est-à-dire que je me suis dit oui, j'ai bien envie, je peux continuer à écrire des choses, etc. Mais par contre, je sais que moi, la manière dont je m'ancre dans le monde, la manière dont tous les jours, je me dis, je suis content d'être là, et je sais que si je continue à faire ça, je vais toujours être content, je serai moi-même, c'est par le dessin. Et d'ailleurs, j'ai pas spécialement envie de faire du dessin quelque chose de commercial. Tous mes dessins en ce moment sont gratuits, parfaitement gratuits, puisqu'ils sont des dessins qui viennent de moi d'un coup, qui sortent sur la page, et qui existent en dehors de toute réalité financière, en dehors de toute réalité économique. Je fais un autre travail à côté. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour vraiment me maintenir en vie. Et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la manière dont je pouvais parler aux gens de ça. Parce que soit je deviens à ce moment-là, je mets toutes mes forces à essayer de devenir un dessinateur, à essayer de cadrer, parce que moi ce que je dessine c'est pas du tout cadré, hein, c'est du rêve en fait, à l'état pur quoi. Du rêve pas. C'est génial, c'est juste quelque chose qui n'existe pas quoi. Et je me suis dit comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour comprendre comment fonctionne finalement la créativité en tout être. Comment elle s'exprime et c'est quoi la nécessité fondamentale de toujours défendre la créativité, de toujours défendre l'imagination. Alors attention, je ne dis pas que l'imagination c'est plus important que le réel. Je sais que c'est un discours qui est souvent difficile à articuler devant des professeurs qui sont dans des cursus, qui sont dans des démarches établies, prouvées, qui sont dans la pédagogie. C'est pas ça du tout. Ce que je veux vraiment dire, c'est que l'être humain, il aura toujours tendance à mettre des choses en perspective. Et c'est notre capacité, c'est la capacité qu'on a à oublier ce pouvoir sacré qu'on a de mettre les choses en perspective autour de nous, de les mettre les unes à côté des autres, de les envisager les unes à côté des autres, qui nous empêche tout dérapage idéologique. Qui nous empêche de dire que la réalité c'est ça ou ça. Bien sûr que la réalité c'est celle qui fait mal. Ce principe de la réalité, c'est ce qui va vous tuer, qui va la douleur. Mais la manière dont on peut gérer ça dans notre vie, dont tous les humains gèrent ça, c'est par la tête. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser la créativité, le fun, l'envie de faire des monstres, l'envie de faire des trucs comme ça, pour essayer de finalement nous mettre à l'aise avec cette capacité qu'on a d'enchanter le monde autour de nous pour qu'il soit plus agréable à vivre, tout simplement, entre nous. Pour qu'entre nous, ce soit plus sympa de communiquer, pour qu'entre nous, ce soit plus sympa de se dire... On n'est pas obligé de se taper, on n'est pas obligé de se sauter dessus, on n'est pas obligé de se... C'est une forme de paix en fait. Quoi. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à rencontrer des professeurs, j'en suis arrivé à rencontrer des gens comme vous, quoi. Et à essayer de donner quelques pistes. Alors vraiment en une heure, je vais vraiment avoir du mal à rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Je vais essayer d'être extrêmement général. J'ai une demi-heure encore ? Ouais, super. Je vais essayer d'être extrêmement général. Il y a des gens que vous allez probablement trouver, certains qui vont trouver ça ridicule ou trop compliqué, ou bourré de questions et compagnie, mais je ne vous demande pas de prendre le truc comme argent de contrôle, je vous demande juste de prendre le truc comme un processus de ce qui va vous permettre d'identifier en vous ce qui vous rend heureux. Et évidemment, moi, je me concentre sur la pratique artistique parce que c'est ce que je fais. Je ne suis pas gourou, je ne suis pas, ce que vous croyez être bon pour vous quand vous écrivez, quand vous dessinez, et pourquoi c'est important, et pourquoi c'est pas forcé de déboucher sur une carrière littéraire, ou sur une carrière de dessinateur, ou sur une carrière de quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous permet, tous les jours, de poser des choses en dehors de vous, dans le monde, et donc de le rendre au monde, quoi. De le faire apparaître, c'est de la magie.
Et moi j'ai toujours dit aux gens qui prennent la tête sur l'art, et l'art c'est quoi, ce machin. Pour moi l'art c'est de la magie, c'est ça, c'est la seule magie qu'on a, quoi. C'est le fait de mettre, si demain je mets des trucs en 2D là, des buissons verts en 2D sur la truc, on aura un monde qui sera pas le même que là sans les buissons verts, quoi. Mais c'est pas pour dire que c'est mieux les buissons verts ou pas, c'est juste qu'on est capable de faire ce travail là, quoi. Et ce travail là on peut le faire sans buissons verts, on peut le faire juste avec vous. Donc je voudrais savoir combien parmi vous dessinent. Non, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous demander de me montrer vos dessins, je veux juste essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes quand même assez nombreux, mais vous n'osez pas. Ok? Très bien. Combien d'entre vous écrivent? Et pas simplement des devoirs, pas simplement des dissertations, écrivent vraiment pour vous 2, 3, 4, c'est pas mal, on est quand même 5, on a quand même... Est-ce que certains d'entre vous se sont posé des questions, j'aimerais écrire mais je ne sais pas écrire ou j'écris mal? Ok, parce que c'est le moment de le dire en fait, hein, parce que là on est là pour décoincer ça en fait. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui idéalisent les gens qui écrivent et qui dessinent? C'est-à-dire qui en font des héros. Hugo Balagamba disait ça il n'y a pas longtemps, il disait ça sert à rien de respecter un écrivain parce qu'il est écrivain. Il est avant tout être humain, il est avant tout humain, c'est pour ça qu'on respecte. Toi oui quand même, t'as quand même des auteurs que tu considères comme étant des héros, des gens qui t'influencent tous les jours. Ouais, comme qui par exemple? D'accord? Non c'est bon, je veux juste savoir qui il était. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce rapport avec la création et les gens qui créent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie des fois d'y aller? Pourquoi est-ce qu'on se dit que ça sert à rien? Pourquoi souvent, plus on avance, plus on nous dit tu sais ça sert à rien, il n'y a pas de débouché, ça sert à rien de continuer à dessiner si c'est pas pour quelque chose, si c'est pas pour gagner de l'argent. Je vais vous expliquer un truc que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Moi je suis un cancre à la base. Je suis un cancre, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac à 10-1. Je n'ai pas... C'est pas que je suis un mauvais élève, j'étais le genre d'élève où on mettait toujours peut mieux faire, quel dommage, quel gâchis, peut mieux faire, mais oh là là, trop d'imagination. Mais j'ai toujours fait en sorte d'avoir 10-1. Ma note au bac, elle est optimisée pour avoir 10-1. C'est-à-dire que je suis allé dans la branche où je savais que j'étais bon en lettres, mais pas tout à fait pour être en section littéraire. J'étais pas bon en maths, mais en même temps, j'étais bon avec des statistiques. Donc je me suis trouvé un endroit où j'ai pu équilibrer mes déficiences, etc. pour obtenir un résultat de 1. Voilà, pour passer. Parce que j'estimais que c'était... mes parents m'avaient demandé que parce qu'on apprend des choses importantes, parce que ça structure aussi, ça valide aussi une certaine étape du raisonnement et du fonctionnement dans le monde. C'est important que j'ai mon bac. Et à partir de mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire, quoi. Et moi, j'ai eu cette bascule à ce moment-là de me dire, oui, j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Et tout le monde m'a pris pour un fou, et ça a été très dur avec mes parents. Et enfin, je veux dire, c'est vraiment pas évident quand on est parent. Moi, je suis pas parent personnellement, mais je sais que pour des parents, c'est très très dur d'avoir des enfants qui sont prêts à tout, à prendre tous les risques pour pouvoir dessiner ou écrire tous les jours et faire ça de leur vie, quoi. Parce que la réalité économique de ces métiers, elle est dure. Elle n'est pas impossible. Moi, je connais des gens qui gagnent leur vie bien, et même ceux qui galèrent, ils sont quand même contents de vivre cette vie-là. Mais c'est quand même se mettre beaucoup d'obstacles que de faire ça. Je suis pas là pour vous dissuader de le faire, hein. Je suis là pour vous expliquer le fait que il n'y a que les plus acharnés d'entre vous qui y arriveront, quoi. Et c'est pas une question de public ou de talent, tout le monde peut avoir du talent, mais c'est vraiment une question d'acharnement. Voilà. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, je ne pouvais pas fonctionner. C'est pas tant que j'avais envie d'écrire des livres, que les gens lisent, et de raconter des histoires et de faire croire aux gens des choses. Non, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de changer le monde. C'est-à-dire de changer la manière dont on affronte... Alors, affronter, c'est peut-être un mot trop dur, excusez-moi, c'est peut-être un mot trop guerrier, puisque c'est pas ça que je cherche. Engager. Comme plutôt dans une valse, ou engager la danse, plutôt. Ou donc... Et ça, c'est mon dernier point, et on va parler du jeu après, d'engager les gens. Donc j'ai commencé à écrire. Quand j'ai écrit, je me suis rendu compte que je touchais des gens individuellement, je pouvais toucher des expériences, des gens qui partageaient ce que j'avais vécu ou pas, mais ça ne va jamais vraiment loin, parce que ça reste quand même beaucoup trop moi.
Et c'est mon ego d'auteur, c'est mon égoïsme, mon individualisme, le fait que j'aime bien être regardé, que j'aime bien qu'on m'aime finalement, quoi, mon désir d'être aimé tout simplement, qui m'a fait m'engager là-dedans en disant je veux être reconnu pour ça. Ce qui était une belle bêtise. Parce que je suis pas reconnu, je suis suffisamment pour venir vous parler aujourd'hui, donc déjà c'est assez cool. Mais c'est pas c'est pas arrivé, c'est décevant, mais bon, pourquoi? Peut-être que c'est bien pour moi, je sais pas. En tout cas, je me suis rendu compte que visiblement écrire des livres, faire juste des dessins et tout, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'avais besoin d'engager quelque chose de plus pour faire fonctionner l'imaginaire des gens, pour que ce muscle qui donc invente des choses autour des choses, qui donne du sens aux choses, qui fait très bien la distinction entre la réalité et ce qui est inventé évidemment, mais qui se sert de ce qui est inventé pour gérer mieux les choses autour de soi, les relations avec les gens et tout. Une espèce de fonctionnement rêveur finalement, forme de rêverie, ça. Que l'art était engageant là-dessus, mais qu'il y avait mieux que ça, et que le mieux c'est ce que j'ai identifié à l'époque comme étant la poésie. Alors j'ai envie de vous parler de poésie un tout petit peu, et de mon rapport à la poésie, parce que quand je vous dis, je suis cancre. Et moi, j'y connais pas grand-chose, vraiment. Moi, j'étais, je sais pas, on le lisait toujours l'encyclopédie, l'anthologie de la poésie française de... Comment ça s'appelait déjà Vaz à l'époque. Pas ça, non, c'était qui faisait ça? C'était de l'horreur. C'était très dur, c'était pas la poésie. Pour moi, en tout cas. J'y connais rien à la poésie, vraiment. Après, j'ai lu des choses, évidemment. Mais par contre, il y a quelque chose qui me fascine chez les poètes. C'est cette capacité qu'ils ont à dire le monde, à faire ressentir le monde plutôt que de le montrer. D'accord? C'est-à-dire que un poète, finalement, alors quand on prend des poètes un peu radicaux, qui sont ceux bizarrement que j'ai le plus lus, comme Stéphane Mallarmé, qui s'appelait Étienne en fait, enfin pour les impôts en tout cas, Stéphane Mallarmé, qui est un poète très difficile à lire, réputé très difficile à lire, mais qui pourtant est fascinant parce que ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment de restituer le monde tel qu'il est et l'effet qu'il vous produit quand vous entrez en relation avec lui. Donc une personne que vous allez rencontrer ne va pas être racontée en termes de traits, va être racontée en termes d'émotions ressenties à son contact, à son approche. C'est extrêmement beau à lire, c'est extrêmement dur à lire, ça demande beaucoup de temps. Moi j'ai découvert Mallarmé, j'avais 30 ans. Voilà, donc vous avez dit, on a le temps. Mais Mallarmé a identifié un processus à l'œuvre qui est là très très important, qui est le fait de dire que finalement on est tous différents, on a tous une expérience du monde différente, même la manière dont on sent les choses, même si on est d'accord pour dire ça sent fort, cette nature du fort elle est propre à tout le monde et on a tous nos petites particularités là-dessus, donc on est tous extrêmement différents là-dessus, on essaie finalement de se mettre d'accord sur une réalité, pour dire, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'entre nous tous il y a ça quand même. J'aurais du mal à vous dire qu'il n'y a pas de mur là, quoi. Il y a un mur là. Si je cours, je me le prends. Il est hors de question de nier ce mur. Mais la poésie, ça serait de dire que ce mur, finalement, c'est peut-être pas forcément qu'un mur, c'est que représente le bois pour un auteur de science-fiction raté qui vient là vous parler, et de l'émanation, comment est-ce que le fait qu'il est construit à partir d'une matière vivante comme ça reste, son énergie est toujours là avec nous, et qu'il a envie de nous communiquer quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est ça la poésie, c'est-à-dire c'est de délirer, de dire n'importe quoi en fait. Tout est possible. Après, il y a une manière de le faire. C'est le style, l'élégance de dire je tire ces choses à travers moi et des gens arrivent à te donner évidemment toucher au sublime avec ça. Parce que n'importe quoi c'est ce qui n'est pas humain, donc c'est ce qui dépasse l'humain, donc c'est ce qui crée une espèce de possible incroyable dans l'univers que finalement tout est wow. Et donc là on arrive au sens de l'émerveillement, il y a ces choses-là. Qui est une capacité fondamentale de l'homme, que l'homme sait très bien utiliser. Évidemment c'est une capacité qui est très dangereuse. Vous vous rendez compte? Et on l'a bien vu quand on voit l'état de certaines positions devenues politiques, donc. Mais c'est pas le débat. Donc je voulais juste dire que c'est un instrument aussi dangereux. Quand vous allez passer votre permis, ça sera aussi dangereux d'avoir de l'imagination. Ça peut être aussi dangereux parce que les gens peuvent croire à des choses qui n'existent pas. Ça arrive. Voilà. Et ça arrive, alors pourquoi on y croit? Parce qu'on est plus ou moins sensible, on a eu des expériences douloureuses dans ce quotidien, on vient d'un monde pas facile, la réalité est trop dure et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et on n'apprend pas, et c'est pas le problème quand on est occupé à survivre, on n'a pas le temps de s'intéresser à vivre mieux. Et la poésie, ça reste quand même un art. En tout cas, au moment où je l'ai découvert, ça restait pour moi un art bourgeois, enfin une espèce d'art bourgeois comme ça, qui était fait, qui ne servait pas spécialement à grand chose et qui permettait à des gens de poser avec des jolies écharpes comme moi. Voilà. Et puis,
je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus compliqué que ça. Qu'en fait, la poésie elle est en chacun de nous, tous. Et qu'on a cette manière de voir le monde, et c'est ce qui nous permet de dire le monde aux autres, et donc d'être avec les autres, et donc d'accepter les autres de la même manière que nous. Et capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et de comprendre, d'essayer de comprendre sa souffrance, d'essayer de comprendre d'où il vient, et donc de ne jamais se braquer sur quelque chose tant qu'on n'a pas la personne en face, tant qu'on n'a pas son expérience, tant qu'on n'a pas toutes les choses qui ramifient tout ça, quoi. Et c'est un truc vraiment bien et qu'il faut pratiquer ça. C'est très important, se mettre à la place des gens. On le pratique comment? On le pratique en se mettant à la place d'autres choses, de petits animaux quand on dessine, de personnages incroyables qui traversent le cosmos quand on écrit des romans de SF, et de mettre le lecteur, et donc d'attraper le lecteur et de le mettre à la place, parce que c'est ça que fait un livre aussi, il le met à la place, il le prend, il le met dans un univers, il me fait vivre cet univers-là, quoi. Et c'est assez incroyable comme truc, sauf que c'est pas inhérent au poème. C'est pas inhérent à la poésie, cette capacité de restituer ce qu'est l'effet des choses et non pas les choses elles-mêmes. Ça s'appelle, pour moi, le jeu. Tout simplement. Et par jeu, je dis bien jeu, c'est-à-dire mettre en jeu quelque chose. J'ai vraiment envie de faire comprendre que être créateur, c'est avant tout mettre en jeu ce qu'on pense sur le monde et comment est-ce qu'on le remet là pour dire regardez, ça pourrait être marrant si c'était comme ça. Et un jeu, c'est ça que ça me propose, c'est ok, aujourd'hui on va tout jouer, on est tous dans un vaisseau spatial et on peut très bien faire une partie de jeu de rôle tous ensemble là à 40. Et ça va nous éclater parce qu'on va mettre en jeu des trucs sur... il va y avoir des techniciens, il va y avoir des pilotes, il va y avoir des trucs, etc. Et on peut très bien essayer de jouer avec ça et d'essayer de voir très sérieusement comment on peut faire tenir ensemble quelque chose qui n'existe pas. Tout en sachant que ce n'est pas vrai, hein, c'est juste simulation. Mais on va essayer d'être un technicien, on va essayer... Donc cette espèce de alors visiblement, il y a quelque chose comme ça qui existe dans la science aujourd'hui que je connais très mal, j'ai quelques personnes qui font, qui s'appelle l'instruction au sosie, qui est une espèce de se mettre dans la peau de quelqu'un. Le jeu de rôle a été infiltré un petit peu comme ça aussi. Alors beaucoup dans les univers, beaucoup dans les entreprises et les universités pour que les gens fonctionnent mieux en équipe et apprennent le leadership et aussi apprennent à se soumettre beaucoup et compagnie. Mais à partir du moment où ça peut rester un jeu comme ça et on peut engager ces jeux-là de manière plus libre en dehors des institutions et des corporations, on peut éventuellement retrouver cette espèce d'élan quasi primitif de l'homme. Parce que je suis désolé, les animaux jouent aussi. Et ça nous rapproche quand même vachement d'eux, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu des loutres jouer, mais c'est un truc délirant, quoi. Moi, ça m'a vraiment renvoyé à moi. Je me suis dit, mais à partir du moment où elles savent faire semblant de faire quelque chose, ça veut dire qu'elles sont conscientes qu'elles font semblant de quelque chose. Et rien que ça, déjà, c'est génial. Parce que ça veut dire que même si c'est des animaux et qu'ils ne pensent pas comme nous et compagnie, ils sont déjà capables d'avoir un fonctionnement intéressant, un processus intéressant. Et ça, c'est l'altérité, c'est comment on arrive à percevoir ça dans la nature et dans les autres, on est capable, nous, d'accepter plus de choses des autres. Et donc, s'il y a parmi vous des auteurs bloqués, des gens qui se disent que oui, ça fait du bien quand même de dessiner, etc., et regardez le jeu, comment ça se passe. Et je ne parle pas simplement des jeux vidéo, attention. Il y a un énorme malentendu aujourd'hui sur le fait que le jeu est devenu jeu vidéo. Ah, les jeux, c'est pas bon pour les enfants, tous ces jeux vidéo, non, mais les jeux vidéo, c'est quelque chose, c'est une forme de jeu. C'est pas le jeu, c'est pas ça, le jeu. Le jeu, c'est vachement plus... déjà, le jeu, il y a plusieurs pour moi. Déjà, le jeu, c'est en vrai aussi. Après, on peut jouer à plusieurs jeux vidéo, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, j'ai toujours joué à des jeux vidéo avec des potes. Voilà. Mais pour moi, je préfère qu'on soit ensemble et qu'on fasse des choses. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses qui arrivent dans notre société aujourd'hui. On voit des jeux partout. On voit des gens qui s'expriment de plus en plus sur Internet parce qu'ils ont compris que finalement il y avait un jeu avec leur site web et qui mettaient en route une espèce de processus de validation de leur travail comme ça, même s'il n'y a personne qui regarde, c'est mon cas. J'ai un blog, personne n'y va, on s'en fout. Pourquoi je fais un blog ? Parce que je joue avec mon blog à me faire croire que je le fais pour moi en fait. Et je joue avec, voilà, c'est la misère de l'auteur tout seul chez lui. Mais je fais aussi des jeux pour les enfants et tout, et c'est tout récent ça. C'est tout récent, c'est quelque chose qui arrive depuis une dizaine d'années maintenant en Europe. Vraiment, on commence à se poser des questions de comment est-ce qu'on peut envisager le jeu comme étant, non pas un apprentissage du réel parfait, loin de là,
non pas comme une civilisation parfaite qui nous permettrait de recréer dans le monde quelque chose de parfait, non, mais comme un moyen de s'interroger tout le temps sur notre point de vue, sur ce que nous définissons comme étant un monde bon où vivre. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de créativité, le jeu peut vous permettre vraiment de débloquer tout ça. C'est super important, quoi. Et moi, là où j'en suis aujourd'hui, à 38 ans, je suis SDF aujourd'hui. Je suis pas dans la rue, hein. Je suis chez mes amis, mais je veux dire au sens où je n'ai pas pu supporter de m'installer à un moment donné, par erreur probablement, parce que autour de moi, tout le monde s'est bien grandir. Tout le monde autour de moi, tout le monde a eu des enfants, etc. Et moi, je suis encore à faire des nuages qui parlent, quoi. Et à un moment donné, c'est bizarre. On se rend compte qu'on a une vie bizarre et on se rend compte qu'on aimerait bien pouvoir fonctionner normalement. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de fonctionner normalement et je vais finir là-dessus. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Super. Donc, le côté pratique, si vous êtes fou, et si un jour vous avez envie de pousser cette créativité pour que ça devienne un moteur dans votre vie, ce qui est possible, hein, moi je crois qu'il faut encourager, et je n'ai pas envie non plus de nier les gens qui ne le font pas, parce que la créativité s'exprime partout, pas simplement dans l'art. Moi, mes potes sont artistes, je considère que c'est les gens les plus créatifs de la Terre. C'est juste que tous les jours ils se mettent en jeu comme ça. Et donc où j'en suis à un moment de ma vie où j'ai un chat dans ma vie. Un chat, mon chat. 12 cahiers, 3 pantalons, une paire de baskets, quelques t-shirts, et des vieux vinyles, une pochette de vinyle, et une mallette de livres. Ça c'est ma vie matérielle aujourd'hui. Après 25... Ouais, alors attendez, j'ai commencé, j'avais 21 ans, 38, j'ai près de 17 ans de travail. Par contre, je suis un super compte en banque. Méga blindé. Voilà. Donc en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, ma vie, j'ai besoin qu'elle soit en mouvement. Moi, je suis artiste, donc j'ai envie de faire en sorte que ma vie soit art, et que tout soit beau, et qu'on rencontre des gens incroyables, et qu'on écrit des romans sur des royaumes perdus, et qu'on rencontre des